Ça, c'est ma chambre. C'était la maison de vacances que mes parents avaient dans le sud. Mais c'est une photo. Donc, je suis dans cette chambre de maison de vacances, sur mon lit, en train de jouer de la guitare. Au mur, on voit 3 posters. T'as Jordan, t'as Magic Johnson et Charles Barkley. Sur le mur à côté, t'as 3 posters de Nirvana. Pour moi, on prend Kurt Cobain et Michael Jordan, et voilà, c'est une décennie qui est résumée comme ça, avec juste 2 images, pour ma mythologie personnelle. Wow! Arte Radio présente Suprême NBA. Comment la France a attrapé la fièvre du basket. Bingo, messieurs, dames! Épisode 1, ce que Georges a dit. La NBA, à peu près comme tous les gens de ma génération, le flash, ça a été les Jeux Olympiques de Barcelone. En 92. J'ai quand même réussi à entendre parler de ça, quoi. Je sais pas, ça commence à pulluler partout, jusqu'à ce que ça arrive dans ma putain de campagne, dans ce trou du cul du monde, là où j'y vais, quoi. C'est un moment historique, jamais peut-être reviendra aux Jeux Olympiques une équipe aussi forte. Le temps fort de l'arrivée de la culture NBA en France. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que c'est la Dream Team. C'est un moment de basket terrible. J'imagine qu'il y a dû y avoir un sujet au JT un soir avec la victoire des Américains, ils ont mis la pâtée à tout le monde. Les Américains ont mis 68 points à l'Angola, 33 points à la Croatie, alors combien contre l'Allemagne, Georges? Je dirais une quarantaine. Parce que le Dream Team avait mis 12 légendes de basket ensemble. Robert Karman, ancien joueur professionnel en France. Et la façon qu'ils avaient écrasé le reste du monde, c'était sans précédence. Parce que ces joueurs, en fait, ont fait rêver des milliers de kids en France, quoi. Et donc... François Chevalier, journaliste à Télérama, auteur du livre Bonnes vacances, la trilogie du CSP Limoges. Moi, je me souviens très bien que l'été suivant, quand je vais à l'école, finalement, beaucoup de ballons de foot ont été troqués contre des ballons de basket. Et finalement, dans la cour de récré, il y a plein de collégiens, de lycéens qui se mettent à jouer au basket. On assiste à l'émergence de la culture basket en France. On est vraiment au début de quelque chose de très fort. C'est comme les footballeurs. Tout le monde voulait être le Brésilien. Samuel Nadeau, ancien joueur professionnel, éducateur sportif à Sarcelles. Au basket, c'est pareil. On voyait la Dream Team, on voyait un tel. Tout le monde veut être l'Américain. Que tu veuilles pas, c'est celui qui crée du spectacle, c'est celui qui crée la magie dans ta tête, à qui tu veux ressembler. L'autre, t'as pas envie de lui ressembler. Même s'il est bon, tu dis c'est bien, mais t'as vu ce qu'il fait l'autre là, Dominique Wilkins ou l'autre là, tu veux ressembler à lui, tu veux être spectaculaire en fait. Wilkins, low right, turnaround jumper, good. La Dream Team, elle a enfoncé le clou, mais ça avait déjà infusé via justement les matchs NBA sur Canal+. Tex Lacroix, spécialiste de la street culture, consultant marketing et DJ. Et nous, on regardait ça parce que déjà, plus, ça nous permettait de voir les modèles de paires de baskets que nous on ne pouvait pas voir ici parce que c'était une époque où il n'y avait ni Internet, on n'avait pas vraiment de documentation. Donc nos 2 seuls accès à ça, c'était les matchs de NBA et les pochettes de disques et les clips. On enregistrait et on se les passait au ralenti après. On espérait que le mec tombe par terre en fait. Parce que quand le mec chutait, il y avait toujours un close-up sur la chaussure et on pouvait la voir de plus près. On faisait pareil pour la danse en vrai. Parce que quand on avait un clip avec des pas de danse qui nous plaisaient, on enregistrait le clip et on le passait au ralenti pour capter les pas de danse. En fait, j'ai découvert le basket par mes grands frères qui étaient de grands fans. Enfin, ils étaient tous sur le foot, mais ils aimaient bien regarder le basket. Jean-Louis Mendy, éducateur à l'espace jeune de la Goutte d'Or. C'est vraiment eux qui m'ont fait découvrir le basket étant enfant, en regardant des cassettes vidéo où ils essayaient de trafiquer un peu Canal+, parce que ça passait là à l'époque. Enfin, ils se débrouillaient pour qu'on ait la chaîne et moi j'essayais de me faufiler pour regarder les matchs et comme ça j'ai vraiment découvert le basket. He had 26 in the game in Chicago Stadium. 6 seconds left in the half.
À cette époque-là, en Espagne, il n'y avait que 2 chaînes. C'était avant l'entrée des chaînes privées comme ça. Donc il n'y avait que 2 chaînes, la 1 et la 2. Odile Mendes Bonito, documentariste. J'ai un souvenir que ça se passait le soir, qu'il y avait une espèce de rendez-vous un peu soit hebdomadaire, soit... Et donc avec mon petit frère, on regardait ça. Je me laissais un peu emporter par son intérêt. Il y avait les albums Panini avec tous ces personnages, Larry Bird, Magic Johnson, Jordan. Il y avait quelque chose quand même d'assez spectaculaire dans ces matchs de basket à l'américaine, avec les lumières, avec les groupies, Ces types, ils étaient quand même un peu des acrobates, ou je sais pas, il y avait un truc, peut-être même dans la façon de filmer, je sais pas, qui ne ressemblait pas du tout au match de basket à l'espagnol. Après, c'était des équipes colorées, tu vois, il y avait des noirs, il y avait... Voilà. D'un seul coup d'œil, tu pouvais voir la différence C'était pas la même chose que le basket dans la Ligue espagnole. C'était en 85. La première diffusion d'un match NBA sur une chaîne française, c'est en 85. François Chevalier. En janvier 85, quand Canal+ diffuse un match. Ah, tout le monde est content, hein, dans le public. Le public est debout, d'ailleurs. Ça fait déjà 2-3 minutes que le public se lève à peu près à chaque action. Et voilà un temps mort pour essayer de récupérer un peu nos esprits. En fait, tout le monde n'avait pas Canal. Tex Lacroix. Donc, tu allais chez le gars qui avait Canal et une pièce où on pouvait squatter, et on squattait chez lui. C'était notre truc du samedi soir, souvent. Alors là, si on va commencer à contrer les smash, je pense que ça va faire très très mal. Au ralenti maintenant. Le terreur dans son visage à Jabbar. Oh là là, c'est formidable ce qu'on vient de voir. Parce que là, le changement de rythme, les dribbles, et puis après la passe pour le smash, vraiment, c'est tout ce qu'on peut rêver de mieux dans le basket pro. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est fort! Badaboum! En 85, si on disait basket américain aux Français, eux, ils répondaient tout de suite, ah oui, les Harlem Globetrotters. Parce que la NBA était totalement inconnue. Né à Roanoke, en Alabama, journaliste franco-américain, je suis spécialiste des sports US. J'ai popularisé la NBA en France en devenant le commentateur des matchs pour Canal+ à partir de 1985. Georges dit: c'est un honneur d'être dans ce podcast, dit-il. Canal+ a copié l'Italie. Ça marchait déjà en Italie dans les chaînes de Berlusconi. Charles Bietri, le patron des sports de Canal, a fait ce pari en décidant de diffuser des sports américains. Pourquoi? Parce que c'était du très haut niveau, c'était très bien filmé, la qualité de la production était exceptionnelle et ça coûtait pas cher. C'était un produit nouveau. Au début, c'était les sports US. Foot américain d'abord, la NFL, et ensuite la NBA. Un tout petit peu de baseball, et ils ont tenté même Australian Rules Football. Ils ont plus ou moins tout tenté à un moment ou à un autre. Au niveau des moyens, on recevait des bandes, des matchs joués aux États-Unis entre 1 semaine et 3 semaines avant la diffusion en France. Donc, je reçois la bande, je déroche les images, je choisis ce que je veux mettre dans le montage, avec juste la feuille de match, très peu de statistiques. On avait le Herald Tribune, USA Today, donc c'était vraiment squelettique. Après, les années suivantes, on est allé acheter des livres, des guides aux États-Unis pour avoir plus d'informations. Les résultats dans le Herald Tribune, c'était pour les matchs 2 jours auparavant. Ça paraît un peu ridicule, vu d'aujourd'hui, où on est abreuvé en informations en permanence, où on peut revoir les résumés 5 minutes après la fin d'un match. C'est vraiment le top du top, là! Le matin, je me levais et puis j'allais sur le Minitel et je me connectais pour connaître les résultats. Julien Muller, fan de basket et auteur des livres « Les légendes de la NBA » et « Les rivalités de la NBA ». Et à chaque fois, ma mère m'engueulait pour les factures. Mais à chaque fois, je continuais, j'en avais rien à faire. C'était cher à l'époque, je me rappelle. Il y avait aussi un numéro où on pouvait appeler. Il nous donnait les scores.
Et ça, c'était bien. Bonsoir à tous. La loi du plus fort sera-t-elle de mise ce soir? Autrement dit, les monstres sacrés de Los Angeles s'imposeront-ils à Atlanta? C'est la question qui se pose, puisque les Hawks d'Atlanta cherchent toujours la solution à leurs problèmes, Georges-Élie. Oui, aux États-Unis, on dit si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais sans doute partie du problème. À Atlanta, tout le monde a des problèmes et les pauvres entraîneurs cherchent les solutions. Côté Lakers, c'est le contraire. Malgré le départ de Jabbar, les Lakers restent avec Détroit et Utah parmi les toutes meilleures formations professionnelles. C'est que dans le public, il y avait des stars. Tu vois, je me souviens de Jack Nicholson et qui suivait ses équipes. Donc, c'était forcément cool de suivre une équipe américaine qui jouait au basket, quoi. Yeah, this is a story of famous dog. But the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs. Mon équipe préférée, c'était les New Jersey Nets, los New Jersey Nets, comme on disait. Mais en fait, je pense que je m'en foutais et que du coup, je dis bon, mais si je dois choisir une ville des États-Unis au hasard, parce que c'était totalement arbitraire. N'ayant aucun lien avec ce pays, mon lien s'est passé par une autre type de rapport à ce pays, aussi lié à la culture qui était la musique. C'était une façon de véhiculer que moi j'étais fan de Bruce Springsteen, qui était de New Jersey, donc je rattachais ça à mon univers à moi. Autant au jour d'aujourd'hui, Tex Lacroix. Pendant les temps morts, ils passent du hip-hop, tu vois. À l'époque, ils passaient pas de hip-hop. La NBA était encore fully white, donc ils avaient plus tendance à te passer Bruce Springsteen qu'un morceau de hip-hop, tu vois. C'est drôle comment je ramenais ça à mes intérêts à moi, tout en trouvant la façon de partager des trucs avec mes frères, même si j'avais pas de t-shirt, j'avais pas de... Peut-être dans mes affaires d'école, j'écrivais le nom de cette équipe. Le taureau des Bulls, je l'ai dessiné 1 milliard de fois, quoi. En permanence ou en colle. Guillaume Marietta, guitariste et chanteur de pop rock. Il faut juste avoir le haut du front qui soit assez droit, les 2 cornes, les oreilles en dessous, ça de chaque côté. Ensuite, il faut descendre vers le museau, la bouche qui tient la gueule, les narines. T'as les sourcils qui descendent parce que le taureau n'est pas content. Il est là pour te botter les fesses. T'as les gros sourcils, ensuite les yeux qui sont collés aux sourcils de chaque côté, 2 lignes qui partent des yeux et qui vont rejoindre le museau, les pupilles. Au-dessus des cornes, t'avais une espèce de petite vague pour pouvoir colorier le haut des cornes en rouge. Voilà, si t'as tous ces éléments-là, tu l'as, le logo. Peu importe que ce soit bien dessiné ou pas. T'as même pas besoin de marquer Chicago, t'as même pas besoin de marquer Bulls, t'as ce putain de taureau et c'est bon, quoi. Le duel au sommet de cette série finale. Les 2 joueurs se trouvent d'ailleurs sur le terrain face à face assez souvent. Michael Jordan qui a très bien défendu en pressing sur Magic Johnson lors du 4e match. Ça, je pense que c'est un autre temps fort. François Chevalier. Canal+, qui décide de diffuser pour la première fois en France les finales NBA en direct. C'est le 5 juin 91 que Canal+ décide d'envoyer Georges Eddy commenter le 2e match de la finale entre les Bulls et les Lakers. Donc pour la première fois, un match de basket américain va être diffusé en direct à la télé française. Premier ballon pour les Lakers avec Magic Johnson pour Siegel, côté Pippin pour Chicago, pour Paxson. Berkard strike. Parce qu'en même temps, il y avait France 3 qui allait diffuser quelques matchs en clair. Parce que la NBA voulait toucher le public en clair, pas seulement le public payant codé. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer à la NBA qu'on pouvait faire mieux qu'eux. On va sur place, on investit pour commenter tous les matchs de la finale. Et puis, les matchs chaque semaine en direct dans la nuit de vendredi à samedi. Un autre match le mercredi. Je pense que j'ai pas dû rater beaucoup de matchs qui sont passés sur Canal+. Julien Muller. De 92 à 2000, à mon avis, je les ai quasiment tous vus ou enregistrés pour les revoir, quoi. Bonjour, c'est une fin d'après-midi, un début de soirée basket que nous allons passer ensemble. À 18h40, nous irons en effet à Pau en direct pour suivre le match Pau-Orthez-Barcelone, décisif dans la course au quart de finale du championnat d'Europe des clubs.
Mais pour l'instant, la NBA avec ce match New York-Détroit, Détroit 5e de la division centrale contre New York 2e de la division atlantique. Généralement, on vous propose des matchs de la nuit précédente. Là, il s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. C'est tout frais quand même. Je me rappelle d'un Détroit Sacramento, d'un Phoenix Houston en 3 prolongations. Ça, c'était énorme. Après, le lendemain, j'étais pas bien, mais j'avais vu mon match et j'étais heureux, quoi. J'avais l'abonnement. Bon, pour être honnête, j'avais l'abonnement piraté pendant 1 an. Et puis après, ouais, j'ai eu l'abonnement. C'était le cadeau de ma mère. Ouais, ça m'a bien fait plaisir. Waouh, ce qu'elle vient de faire là, c'est pas possible. Puis je me levais la nuit et tout, même si j'avais école. C'était pas très grave. En plus à l'époque, à l'école, personne n'était très fan de la NBA, donc je devais être un des seuls, donc j'avais pas beaucoup de collègues de classe qui aimaient ça. Donc voilà, moi quand j'arrivais le lendemain, je disais j'ai regardé la finale NBA, eux ils me disaient c'était qui contre qui, quoi. Donc on partait de loin. Mais le basket, c'est pas le sport préféré des Américains. Ça commence avec le baseball, le football américain, le hockey sur glace, le football universitaire, le tennis. Il y avait beaucoup d'autres sports qui étaient mis en valeur avant le basket. Le basket, à l'époque, c'était 4e ou 5e position. Robert Carman, originaire de Cleveland, États-Unis, ancien joueur professionnel en France. Les années 70, il n'y avait pas beaucoup d'argent dedans, donc la majorité des gens, même s'ils étaient athlètes professionnels, ils étaient obligés de trouver un travail pendant hors saison parce qu'ils ne gagnaient pas la vie comme les gens de maintenant. Il y a beaucoup de gens qui étaient vendeurs de voitures ou ils faisaient prof de substitution à l'école parce que le salaire c'était tourné autour de 70 000 $. Et maintenant, le moyen, ça va être 4 ou 5 millions par an. Oui, puis il ne faut pas oublier que dans les années 70, début 80, il y avait beaucoup de problèmes de drogue, des joueurs qui ont été bannis. Julien Muller. Les Américains ont quand même toujours un côté un petit peu puritain, il faut que ça se passe bien quand même. Il y avait ce côté un peu raciste aussi contre une ligue qui n'était que des Noirs pour certains Américains. En fait, les gens pensaient que le basket universitaire, c'était le basket collectif, intelligent. Et le basket NBA, c'était un basket individualiste avec des athlètes extraordinaires, mais qui ne jouaient pas un, entre guillemets, vrai basket. C'était un peu ça, les opinions de l'époque. Et après, dans les années 80... Il fallait relancer le truc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés sur le meilleur scénario possible. Avec l'arrivée de la rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson. It's a matchup that everyone has waited for. The classic showdown. The Celtics and the Lakers. We knew, without a doubt, that we were the better basketball team. We were not going to lose to them damn Lakers. We had no respect for them. None. Zero. Tragic Magic. Mais eux, ils étaient des très grands joueurs, qui avaient le physique, plus un mental et une technique qui était irréprochable. En universitaire, j'ai joué contre Larry Bird 2 fois. Et les 2 fois, il a marqué que 36. Les 2 fois, donc je semble que j'ai fait un bon travail. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait beaucoup plus que ça. C'est l'année quand ils étaient invaincus et ils ont perdu le final contre Magic Johnson et Michigan State. Et donc ils ont raconté une histoire et tout le monde est tombé dedans. Julien Muller. C'était magnifique. Et c'est comme ça que ça s'est relancé. C'est en racontant une histoire. Welcome then to the Boston Garden and the start of the NBA World Championship Series. I'm Brent Musburger. In each of the last 4 NBA World Championship Series, either Magic or Bird has competed. But this is the first time that the two have gone head-to-head for the title. C'est simple, hein, c'est les clichés américains et sociétaux multipliés par 1000 à la sauce basket. Hein. C'est un joueur noir contre un joueur blanc. C'est un joueur de Los Angeles, côte ouest, contre un joueur de Boston, côte est. C'est on va dire un campagnard, même si c'est pas un fermier de l'Indiana. Bon, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est un petit peu comme ça, un peu pâteau et tout.
face à la Tchatch de Los Angeles. Et après, on raconte une histoire. Ils se sont rencontrés en finale universitaire. Il y en a un qui a battu l'autre. Maintenant, on veut l'explication. En plus, ils ont de la chance, c'est qu'ils tombent dans les deux équipes qui étaient rivales dans les années 60. Ils ont raconté ça et puis ils ont fait la sauce. Et donc, ça a relancé l'intérêt de la NBA. Et c'est comme ça que ça s'est relancé. S'il n'y avait pas eu ces deux-là et s'il n'y avait pas eu l'histoire qui a été créée, il n'y aurait rien eu. Peut-être qu'actuellement, on ne s'intéresserait plus trop au basket, quoi. C'est la mentalité américaine. Faut inventer des stars, faut inventer des séries, faut créer quelque chose. Si on met juste des matchs et on laisse le téléspectateur regarder, voilà. Les Américains ont la chance d'avoir une langue qui leur permet de trouver plein de surnoms, de faire plein de jeux de mots, ce qui est un petit peu plus difficile en France. De Golden State, on les appelle les Splash Brothers. Voilà, Splash parce que ça rentre dedans, boum. Kevin Durant, on l'appelle Durantula parce qu'il a des bras qui sont immenses. Westbrook, qui est un joueur extrêmement athlétique, on l'appelle Beastbrook. Beast, c'est la bête. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est créer des histoires, créer des personnages pour faire vendre un produit. Puis nous, on se passionne. Mais à chaque fois, on crée des histoires. C'est important. Il y avait un tout petit bonhomme, Muggsy, qui s'apprêtait à combattre un géant que l'on appelait Goliath. N'ayant pour arme que son incroyable soif d'être le plus fort, Muggsy, le lutin, finit par donner le tournis à Goliath. Ainsi fut terrassé le puissant géant. Qui est ce tout petit bonhomme de la pub? Tyrone Muggsy Bogues, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA à 1m58. Meneur de Charlotte, Muggsy a passé sa vie à grimper toujours plus haut et surtout à convaincre ceux qui doutaient de ses capacités. Manute Bol, Muggsy Bogues, la fameuse photo où les deux sont côte à côte avec les ballons, tout ça, ça a été générationnel. Voilà, Manute Bol, c'était 2m30, Muggsy Bogues, c'était 1m60, c'était la différence. Et ils se sont appuyés là-dessus pour expliquer que ça regroupait tout le monde, que la NBA, il y avait des phénomènes physiques dans les deux côtés, que ce soit le petit ou le grand. Et concrètement, Manute Bol n'était pas un très grand joueur. Voilà. Et pourtant, il a eu de buzz bien plus important que beaucoup d'autres joueurs qui étaient beaucoup plus forts que lui. Ah oui. Je me souviens de lui comme le mec le plus grand de la NBA à l'époque. Guillaume Marietta. Ouais, 2m29. Il est très grand, tout maigre, comme ça, t'as l'impression qu'ils allaient se casser en deux dès qu'il allait avoir une action un peu violente. Ce mec-là, il aurait pu être dans Freaks de Todd Browning, tu vois. Mais c'est vrai que dans les... Oh, c'est drôle maintenant, ça me revient. Dans les Panini, tu vois, il y avait la photo et derrière, il y avait le truc de combien il mesurait. Et moi, je me souviens de regarder les Panini avec mes frangins et regarder les photos des types et surtout regarder combien... Ah non, mais lui, il est meilleur que celui-là parce qu'il fait 2m8 et lui, il fait seulement 1m99. Et considérer qu'ils sont plus bons ou moins bons en fonction de la taille qu'ils avaient. Oh, c'est con. Magic, tu connais, tu m'as dit que tu connaissais. Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et Wing, tu connais, tu m'as dit que tu connaissais. Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Je lis comme de la poésie leurs lignes de statistiques, leurs paniers, leurs assists, leurs rebonds offensifs. Pour les connaître par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur.
voilà, après Muggsy Bogues, il a fait une très très bonne carrière. Mais ça reste des joueurs qui n'étaient pas dominateurs, qui n'étaient pas importants. Mais pour l'image de la NBA, c'était important. I really love this game. I love it, you love it, we love this game, the NBA. I really love this game. It's the NBA, you won't believe this. We got dunks and got players who don't miss, and you gotta be smooth when you take it in the lane. Chris Mullin, tu vois, on dirait un mec qui sort de l'armée, quoi. Ou John Paxson, on dirait un mec, un comptable. Je sais pas, j'aime bien, il y avait tout, quoi. C'était un monde qui fascinait parce que déjà c'était à l'autre côté de l'Atlantique, tout ce qui est inaccessible fascine en fait. Clarisse Mercier, ancienne joueuse professionnelle. Puis ça faisait aussi suite au ce qu'on pouvait entendre, même si on l'entend peut-être plus aujourd'hui, mais du rêve américain. C'était ce côté tout est accessible et tout est possible. Alors on peut tourner les pages, mais là on a tous les effectifs de l'époque. François Chevalier. Lafonso Ellis des Denver Nuggets, Robert Horry des Houston Rockets, Anthony Piller des Lakers. Ouais, non, c'est Richard Dumas, super shooter des Suns, qui a fait la finale de 93. Clarence Weatherspoon des Sixers. Todd Day, shooter des Bucks. Del Curry, le père de Stephen Curry, qui jouait aux Charlotte Hornets. On s'identifiait tous à des joueurs. Jean-Louis Mendy. Enfin, pour nous, c'était ça le truc. Enfin, on rêvait de ça et on le vivait vraiment. Je te dirais même que les pros en France ou les autres, même, ils se focalisaient sur le basket américain. C'est plus flashy, il y a plus d'ambiance. C'est eux les meilleurs, ça vient de chez eux. Donc on va à la source. C'était un monde parallèle dans le sens rêve. Alexandre Vrac. Un monde parallèle qui me semblait inatteignable parce que quand on est petit, on considère que les États-Unis c'est très loin et que même si on croit un jour en sa bonne étoile de jouer là-bas pour une équipe NBA. Donc c'est pour ça que c'est comme un film qui se projette devant nos yeux et pour lequel on n'a pas d'impact tout de suite, mais on aimerait bien y rentrer, quoi. En anglais, on dit le killer crossover, c'est-à-dire le dribble croisé qui tue de Tim Hardaway. Il dit « Vas-y, ramasse tes soutifs ». Début 90, les joueurs français restaient jouer en France. Il y avait quelques Américains qui jouaient en France, mais Tex Lacroix. il n'y avait pas de Tony Parker ou de Boris Dio, de gens qui allaient toucher du doigt le rêve américain pour de vrai en jouant en NBA, tu vois. Donc, c'était pas du tout la même histoire. Ça faisait pas forcément rêver d'aller jouer à Limoges. Aujourd'hui, tu verras pas un jeune ici dans la rue avec un maillot de Nanterre. Samuel Nadeau. Sauf s'il appartient au club de Nanterre. Tu vas le voir avec un maillot de Golden State ou de Houston ou je sais pas quoi, parce que tout de suite, lui, c'est ça qu'il veut, lui. Donc moi, j'ai rien inventé. Quand j'ai fait ça, c'était ce que tout le monde faisait. Et je respectais les clubs comme Cholet, comme Dijon, avec des joueurs comme Skeeter Henry. À Levallois, il y avait une belle fourchette, une belle équipe. Il y avait des Wendell Alexis, Bergeron, Lauvergne. Il y avait du monde, quoi. Et Marcus Geyser, Mustapha Sanko, à Villeurbanne, Delaney-Rudd. Il y avait vraiment du monde partout. Donc j'ai toujours regardé le basket français, mais c'est pas ça que je voulais. Je disais, ça c'est bien. c'est bien pour eux. Mais moi, je veux aller à NBA. Ça fait que c'était peut-être insolent à l'époque. Mais voilà, moi, je voulais ça. Déjà vu sur Canal+, la passe laser à une main fabuleuse de Clyde Drexler. A one-handed pass. The defense couldn't recover. Great pass by Drexler. J'ai fait un essai pour le CBA. Robert Carman. À l'époque, c'était la Ligue mineure aux États-Unis. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes. C'était déroulé à Détroit. J'ai pas mal joué, donc ils m'ont envoyé en Californie, à Los Angeles, pour la Ligue Pro de l'été. Donc, on était 560 joueurs pour 24 places. Et c'était une semaine, match tous les jours. Et à la fin de la semaine, on avait une évaluation des équipes de NBA. Personnellement, ils ont dit que j'avais tous les moyens pour jouer en NBA, mais je n'étais pas sélectionné dans les 24. Donc, avec une poignée de main, ils ont dit bonne chance. Par hasard, où j'étais logé à Los Angeles, il y avait une salle de basket où il y avait un camp pour proposer des équipes en Europe. Et tout le monde, à l'époque, n'était pas prêt à déplacer en Europe, déjà à cause de la langue, de la culture. Et la vie américaine, c'était irréplaçable.
Donc j'étais sélectionné et la semaine après, j'étais en route pour la France. En France, on était en francs. Moi, c'était juste les dollars. Samuel Nadeau. Les dollars, je savais que ça valait au moins 6 fois ou 5 fois le franc. Et on m'aurait dit 1 million de francs, j'aurais dit non, 1 million de dollars. Donc oui, je l'assume. Très peu le font. Mais moi, j'assume que j'ai joué pour gagner de l'argent. Je voulais gagner de l'argent à travers le basket. Par contre, l'amour que j'ai pour ce sport n'a pas de limite en fait. Je joue en playground, dans les cours d'école. Et après, j'ai adhéré à un club, Montreuil. Et de Montreuil, après, justement, on est parti, on a eu notre premier appartement à Sarcelles. C'est là que vraiment les choses se sont vraiment accélérées, quoi. Je suis parti aux États-Unis, j'avais 16 ans. Pour jouer au lycée, ouais. Moi, franchement, aux États-Unis, j'étais dans mon bain. Les États-Unis, c'est... Moi, je crois que je suis américain, en vrai. Wow! Il est dans la zone! Suprême NBA, à suivre sur arteradio.com. Inimaginable!